Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien en ce 4 juillet 2024. On se retrouve aujourd'hui devant un mur rouge. Oui, c'est sûr et certain, c'est rouge, c'est compliqué à gérer et ça fait partie des émotions qu'on ressent déjà depuis plusieurs mois. C'est vraiment la complexité d'affronter est-ce que oui ou non nous sommes dans cette phase basse du dip. Et plus on va se diriger dans cette phase, plus la charge émotionnelle que l'on va ressentir à travers les différents réseaux va être importante parce que justement, on n'arrive pas à maintenir des niveaux clés comme les 60K et qu'on se dirige potentiellement vers les 56K. On va revenir sur toute cette partie-là, ce qui explique cette pression baissière, pourquoi on va aller chercher aussi bas et jusqu'où on peut aller chercher. Et pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis entrepreneur, investisseur et trader crypto. Alors, on va commencer, je pense, cette analyse par quelque chose qui est relativement important, ça va être faire un point sur les actualités, avec principalement l'ETF Spot qui n'arrivera pas sur cette fin de semaine, a priori, qui devrait arriver le 8 juillet, et encore une fois, l'ETF Spot Ethereum ne changera pas ce qui est en train de se passer, le marché n'est pas en train de l'attendre, et dans tous les cas, même ça pourrait rajouter sur une pression baissière. Il faut bien comprendre que ça, il y a de grandes chances d'avoir une accentuation de la pression baissière avant d'avoir une valorisation sur du moyen terme. Encore une fois, on attend la validation pour pouvoir passer à un nouveau narratif. Et ce qui est sûr et certain même, c'est que clairement les personnes sont en train de regarder ce qui est possiblement une bulle. Actuellement les yeux se tournent vers l'intelligence artificielle. Oui, c'est sûr et certain que nous avons quelque chose qui se transforme autour d'une bulle, ou en tout cas d'une partie ultra spéculative. C'est vrai aussi sur l'intelligence artificielle dans la crypto, mais aussi dans l'intelligence artificielle en général. Maintenant, dès qu'on dit qu'il y a de l'intelligence artificielle, il y a une valorisation qui est peut-être disproportionnée. À partir du moment où on comprend ça, on comprend aussi que même s'il y a une bulle autour de l'intelligence artificielle, les éléments cruciaux qui sont les éléments fonctionnels de l'intelligence artificielle ne seront pas impactés par cette bulle, que ce soit la création de puissance de calcul, que ce soit à côté les éléments, enfin les mastodontes comme par exemple OpenAI, ne seront pas impactés. Et je pense que c'est un peu le même principe sur la blockchain et sur la crypto en général. Plus on se dirige vers le top 10, top 50, moins on est impacté par une possible bulle ou d'un possible éclatement d'un narratif spéculatif. Dans tous les cas, il faut toujours contrôler son exposition pour avoir une partie qui est spéculative et une partie qui est en tout cas beaucoup plus serein pour gérer la partie psychologie. Parce que la partie psychologie est très importante, et c'est justement un des mineurs qui nous l'explique à travers le fait qu'il n'ait pas vendu un seul BTC en juin. Pour rappel, la production de Bitcoin coûte excessivement cher. C'est vraiment énergivore, il faut maintenir les machines, mais ça coûte quand même beaucoup. Et un des plus gros mineurs au monde n'a absolument pas vendu de BTC sur le mois de juin. C'est Marathon Digital Holding. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que malgré le fait qu'ils n'aient pas vendu les bitcoins, parce qu'il faut bien à un moment donné maintenir son opération, donc ça veut dire qu'il faut couvrir les frais. Pour couvrir les frais, leur métier c'est de créer du bitcoin, donc forcément leur produit c'est vendre du bitcoin. Et là, ils ne l'ont pas fait. Et ils vont même encore plus loin, étant donné qu'ils souhaitent renforcer leur position de bitcoin. Donc c'est-à-dire que le mineur Marathon Digital compte derrière avoir une valorisation de Bitcoin qui va être beaucoup plus importante, et ce n'est pas les mineurs qui vendent et qui font une pression baissière, contrairement à ce que j'avais pu expliquer la dernière fois, où c'était une des suppositions. Là on a la preuve, étant donné que le mois est passé, que ça y est, ce n'est pas les mineurs, et donc à ce moment on peut se demander d'où vient cette pression baissière. Pression baissière qui ne s'explique pas par une macro US qui est en train de s'effondrer, parce que ce n'est pas le cas, ce n'est vraiment pas le cas, on va le voir dans quelques instants. Mais alors, qu'est-ce qui entraîne justement BTC dans les fins fonds et qui entraîne ce mur de rouge encore une fois, quelque chose qu'on revoit régulièrement. Alors on pourrait se poser la question de est-ce que c'est Mongox? Mongox, pour rappel, c'est un exchange qui a été hacké et qui est en train de redistribuer une partie de ses bitcoins à ceux qui ont été impactés, bon, certes 13 ans après. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que dans ces 8 milliards de dollars représentés, il y a 30 000 bitcoins qui sont directement à des fonds créanciers qui ne seront pas vendus tout de suite et qui seront étalés sur le long terme, et il y a 60 000 BTC qui sont directement distribués à des créanciers individuels. Et là-dessus, il y a justement une représentation qu'à peu près 50% vont holder leur position, ou en tout cas une partie de leur position, et que oui, il y aura peut-être une prise de profit, mais ça restera quand même relativement léger. Et on voit qu'il y a en effet un certain nombre de BTC qui sont en train d'être déposés sur Binance directement, et c'est quelque chose que l'on voit qui est en train de s'accentuer avec un certain nombre de BTC, mais ça reste quand même très loin
de ces 60 000, et est-ce que 60 000 est suffisant pour entraîner un BTC qui s'effondre? C'est la grande question qui va falloir se poser, on va le mettre en stand-by quelques instants, on va regarder juste que le Nasdaq est en train de pousser, on est sur une deuxième journée consécutive très verte, on est en train de consolider au-dessus des 20 000 $, et justement une clôture hebdomadaire au-dessus des 20 000 $, serait très positif pour la tech US. S&P 500 aussi, on continue à pousser très fortement. Et c'est là où c'est intéressant, c'est on voit tous les actifs qui sont en train de pousser sur la partie action, mais pas que, parce que aussi sur l'or, on voit que ça pousse fortement, avec une reprise sur la fin de semaine dernière, et on voit bien une réaccélération ici. Donc on est bien au niveau de l'or, aussi dans une phase d'hyper-accélération. Donc on a une valorisation de tout ce qui est sur la conservation de la valeur et la création de la valeur économique autour justement du S&P 500 et du Nasdaq et de l'or. Et à côté, on peut se poser la question, comment ça se fait que Bitcoin ne pousse pas? Bitcoin ne se pousse pas parce qu'on voit le VIX, donc, qui représente l'indice de volatilité du S&P 500. Bon, pour faire simple, c'est globalement l'indice de la peur. Plus il va monter, plus il y aura des options qui sont achetées pour se couvrir sur le S&P 500, c'est-à-dire plus les gens ont peur qu'il y ait une chute drastique au niveau du S&P 500. Bon, on voit qu'on est toujours dans les plus bas qui datent quand même de 2020. Et c'est là où on comprend qu'on est certainement dans un moment de marché où il n'y a plus de peur, très très peu de peur, et donc forcément l'intérêt d'aller chercher quelque chose comme BTC est diminué, surtout qu'il y a toujours un très gros rendement sur les bons au trésor américains, et donc derrière, il y a toujours cette réflexion de se dire, est-ce que je fais du risque ou pas? Clairement, ce n'est pas le cas, on voit que le marché est mou, et dans tous les cas, on a moins de liquidité sur, ici, les cryptos. C'est quelque chose qu'on voit déjà depuis plusieurs semaines. Se rajoute à cela l'ambiance générale qu'on peut retrouver sur Twitter, ou même sur les commentaires YouTube. Le nombre d'insultes qu'on retrouve en ce moment, il est vraiment en augmentation, à partir du moment où on définit qu'en effet, on est dans une phase baissière, on ne sait pas jusqu'où on va s'arrêter, ou en tout cas on sait qu'on est dans une partie qui est très intéressante, mais qu'on peut aller chercher plus bas, on commence à se faire tout simplement insulter, comme quoi on n'y connaît absolument rien, parce que les gens sont en train de subir leurs émotions. Ils n'ont pas été là dans les phases de bear market, ils n'ont pas été là durant tout ce que l'on a pu subir, ceux qui sont présents sur la chaîne déjà depuis très longtemps. On est habitué à ces phases-là, on est capable de pouvoir avoir une réflexion cohérente par rapport à ce qui se passe, et pouvoir prévoir ce que l'on n'a pas prévu. Encore une fois, le but n'est pas d'avoir raison, c'est de se préparer à avoir tort. Et ça ne sert à rien de chercher à savoir qui a raison ou qui a tort. Le but, c'est de prévoir les différents scénarios et d'avoir un plan sur chacun des scénarios. Et c'est un petit peu le but, c'est pour ça que je vous expliquais il y a peu que si on tapait justement sur les 64 000 et qu'on ne consolidait pas au-dessus des 64 000, c'était un signe qui était excessivement bearish et qu'on allait faire sauter cette liquidité-là. Cette liquidité a été sautée notamment hier, et ce qui est plutôt logique par rapport à la structuration du marché que l'on a actuellement. On n'a pas assez de volume, j'arrête pas de vous le répéter. Ici, ce n'est pas la typologie de réaction qu'on est censé avoir par rapport à un marché qui est juste parti prendre de la liquidité pour repartir. Et là, on revient aux bases de l'analyse technique, dans lequel on a cette notion de structure first. Et c'est quelque chose qui est plutôt classique. Quand on regarde une structure, on va systématiquement aller chercher le top et le bottom, d'accord? Donc ça nous donne notre cœur de structure. On voit qu'on a un second top qui n'est pas plus haut que celui-là. Ça sous-entend que le prochain mouvement devrait être, ici, la mise en place d'un lot qui est plus bas que le précédent, pour avoir, en fait, ici, une structure baissière court-termiste. Cette target, c'est 54-52. Mais, en l'occurrence, on peut tout simplement aller chercher la liquidité du break-off structure à 56 pour repartir. Et ça, c'est très intéressant parce que quand on a une vision qui se place uniquement en structure et qui sort de cette notion de range que je vous affiche régulièrement, on va le voir dans quelques instants, ça nous fait penser autrement. Mais quand on regarde ici ces structures de range, on se dit que ici, on va, en tout cas le range, le premier niveau de range se trouve ici, on va rebondir pour repartir, et que ici, tout simplement, nous sommes dans une structure à deux temps pour aller chercher ici de la liquidité et ensuite aller repartir. Et donc ça, ce serait juste une accumulation. Le souci par rapport à cette théorie, et ça c'est très important à noter, c'est que pour ça, il faut qu'il y ait du volume, il faut qu'il y ait des éléments positifs. Il y a des éléments positifs qui sont en train d'arriver au niveau des nouvelles. On a des éléments positifs sur la réglementation, on a des éléments positifs sur la macro US. Je rappelle que le Nasdaq a poussé, et c'est quelque chose qu'on ne voit pas structurellement au niveau de Bitcoin. On n'a pas les liquidités, on n'a pas un intérêt. Oui, on a Mongox,
mais est-ce qu'il y a que Mongox qui nous fait chuter? Est-ce que c'est seulement 6 milliards de dollars qui nous font chuter? Encore une fois, oui, ça représente beaucoup quand on regarde par exemple l'impact que ça a eu, les 15 milliards de dollars sur justement l'ensemble du cours, donc là on serait sur la moitié, mais forcément, il faut prendre du recul par rapport à ça. 8 milliards de dollars avec beaucoup de volume, c'est quelque chose qui se rachète facilement. Et justement, est-ce que c'est uniquement la pression baissière ou est-ce que c'est quelque chose qui est plus psychologique, où les personnes sont rentrées dans une phase de capitulation et même de haine, dans lequel on le revoit encore une fois sur Twitter, ou même tout simplement dans les simples commentaires que je pourrais avoir sur YouTube. Bref, encore une fois, il y a un élément qui est positif, il faut le garder, toujours sur le long terme. On voit qu'ici nous avons fait de plus bas, et quand on regarde la partie RSI, tout simplement, c'est-à-dire le momentum du cours, on voit que le momentum est en train de regagner. Donc ça c'est plutôt positif, donc on a une divergence qui est haussière, mais il va falloir la maintenir, et c'est quelque chose qui peut durer encore une fois, c'est-à-dire qu'on peut continuer à faire des plus bas comme ça, alors qu'on a un RSI qui monte avant d'avoir le déclenchement de cette réaction haussière que l'on attend derrière. Pour avoir une vision qui est un petit peu différente, c'est pour ça que je vous présente toujours deux graphiques. C'est ici au niveau du BTC CME, où j'ai changé de graphique de base, dans lequel on est plutôt dans un canal descendant, et quand on regarde ce canal descendant, ce qui est intéressant, c'est que la prolongation de cette impulsion baissière, sur ce retracement sur le CME, on arrive aux 56 000, qui correspond ici tout simplement à quelque chose qui est classique. On va juste chercher la liquidité, et donc on va chercher cette liquidité-là, et qui correspond totalement à quelque chose de différent de ce que l'on voit sur le BTC classique. C'est là où la différence entre les graphiques est importante, ça nous permet d'avoir plusieurs visions, et le fait d'avoir plusieurs visions nous permet de voir plusieurs scénarios, et encore une fois, le but n'est pas d'avoir raison, c'est surtout d'être préparé à chacun des scénarios. Si vous n'êtes pas prêt à tous les scénarios, ça sous-entend que vous avez des scénarios dans lesquels vous allez perdre de l'argent. Le but étant d'être prêt à chacun des scénarios. Et là, on a ici, pour moi, les 56 000. Encore une fois, je vous répète mon scénario, qui est la prise de liquidité à 56 000, consolidation à 56 500, 56 000, peut-être même 55 500, ne pas aller chercher les 52 000, et repartir à la hausse. On aurait une manipulation des sentiments de marché avant de pouvoir repartir, mais ce qui est plutôt classique. Et encore une fois, c'est quelque chose qu'on a vécu dans le cycle précédent, dans lequel, quand on est dans une zone de ranging, dans une zone de léthargie, où la volatilité disparaît, parce que c'est exactement ça, ici je vous présente un graphique qui est la volatilité de 7 jours par semaine, et ce qui est intéressant, c'est qu'on a une volatilité depuis un mois qui est flat, c'est-à-dire qui est plate, dans lequel il ne se passe absolument rien. Et c'est quelque chose, si on dézoome un petit peu plus, où on voit qu'on est dans cette phase, ici, de volatilité qui reste encore une fois basse, certes, depuis 2023, mais vraiment une volatilité qui reste basse. On a une augmentation de volatilité sur fin 2023, diminution de volatilité, et là on se retrouve dans un plateau pour pouvoir repartir potentiellement à la hausse. Donc ce qui est plutôt positif, mais ça n'empêche que c'est normal dans un aplatissement de la volatilité d'avoir justement les émotions qui reviennent, dans lequel on va se poser les questions habituelles. Est-ce que j'ai acheté les bonnes cryptos ? J'ai mon portefeuille qui est moins 30%, qu'est-ce que je dois faire? Je dois couper mes pertes, pas couper mes pertes? Est-ce que je dois renforcer, pas renforcer? Qu'est-ce que je fais si j'ai pas de liquidité? Et tout ça, ces questions, ça accélère, et tourne en rond dans la tête de quelqu'un qui n'est pas préparé, ou quelqu'un qui n'a pas déjà vécu ça. Et encore une fois, c'est normal, c'est tout à fait normal de ressentir ça, c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles je vous fais systématiquement une quotidienne depuis 2 ans et demi, voire même un petit peu plus maintenant, je pense, ça doit bientôt faire 2 ans et 7 mois, 8 mois, à peu de choses près. Donc c'est pour ça que je vous fais tous les jours une vidéo du lundi au vendredi, pour vous montrer que, en fait, tout simplement, tout ça, ça se gère, ça se prépare, ça s'anticipe, et on réagit, oui, au marché, mais en tout cas, on réagit pas sur l'action, mais sur la préparation, et c'est la grande différence entre ceux qui utilisent du contenu comme je fais pour pouvoir se préparer, et ceux qui cherchent à deviner tout simplement ce qui va se passer dans le futur. Le but, c'est de pas de sortir une boule de cristal, c'est très loin de ça, c'est d'avoir une vision statistique de ce qui pourrait se passer sur les différents scénarios, et quels sont les éléments clés qui vont nous permettre de valider ou invalider directement les différents scénarios. Encore une fois, c'est le but de mes vidéos, de vous donner une expression de c'est normal de ressentir ça, c'est logique d'être dans ces phases-là, et encore une fois, le but c'est de voir où est-ce qu'on peut aller et comment on se prépare émotionnellement, financièrement et en termes d'investissement sur ces zones-là. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'oubliez pas, likez, partagez et abonnez-vous, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.